Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce hors-série un peu différent d'Au-delà du mur. Le dimanche 8 mars 2026, on ne parle pas seulement de sport. On parle commune, engagement et responsabilité. Dans le canton de Fribourg, c'est le premier tour des élections communales. Et si un deuxième tour est nécessaire, il aura lieu le 29 mars 2026. Et comme clin d'œil fort, le 8 mars, c'est aussi la journée internationale des droits des femmes. Avant de lancer l'épisode, je veux juste te dire pourquoi je l'ai fait. J'ai fait ce hors-série parce que la politique communale influence directement notre quotidien. Infrastructure, mobilité, sécurité, vie associative, donc aussi notre pratique du sport. Le but, c'est pas de te dire pour qui voter, mais de t'aider à comprendre comment ça fonctionne et comment tu peux agir, même avec peu de temps. Pour éclairer tout ça, j'ai le plaisir d'échanger avec Madame la préfète Lise-Marie Graden. Ensemble, on décrypte concrètement pourquoi la politique locale n'est pas réservée aux politiciens, ce qui a changé avec les réseaux sociaux et pourquoi ça peut décourager, pourquoi certaines personnes démissionnent en cours de législature, et surtout, comment chacun peut agir même sans être candidat, au travers de commissions, participation des associations, des projets de quartier, bref, là où les choses bougent vraiment. Mon objectif, c'est pas de te dire pour qui voter, c'est de te donner une boussole, comprendre les rôles, mesurer l'impact et reprendre un peu de contrôle sur ce qui se passe près de chez toi. Je te laisse avec cette discussion. Et à la fin, dis-moi en commentaire quel est ton frein numéro 1 pour aller voter au communal. A. Manque de temps. B. Manque d'infos. C. Entre guillemets, ça ne change rien. D. Autre chose. Bonne écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Madame la préfète, bonjour. Bonjour. Le 8 mars, c'est une journée spéciale à plusieurs titres. Il y a le renouvellement des exécutifs dans tous les districts du canton de Fribourg, mais également la journée internationale des droits de la femme. Vous qui êtes la première femme préfète élue dans le canton de Fribourg, qu'est-ce que cette journée elle évoque pour vous? Alors, c'est effectivement une grande journée pour le district, pour le canton. Il y a aussi les législatifs du canton qui seront renouvelés. Donc, toutes les autorités communales renouvelées. Le petit clin d'œil avec cette journée des droits de la femme, effectivement, est un joli clin d'œil parce que effectivement, il faut que les femmes s'engagent en politique, c'est important. Pourquoi? Parce que la politique doit représenter la population dans sa globalité et puis que sans femmes, il manque gentiment la moitié de la population. Je suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de femmes en politique, il y en a de plus en plus aussi et c'est une bonne chose. Mais c'est pas encore l'égalité parfaite qui non plus qui n'a pas forcément de sens non plus, hein, c'est pas l'idée, mais c'est souhaitable qu'il y ait davantage de femmes en politique, au même titre que c'est souhaitable qu'il y ait des gens de tous les bords, de tous les types, pas que des personnes à la retraite, mais aussi des personnes qui travaillent, qui sont des jeunes, enfin, la population doit être représentée, toutes formes confondues. Voilà. Donc c'est ça que ça représente, et comme première femme préfète, c'est un joli clin d'œil, effectivement, mais je suis pas sur la sellette le 8 mars. Ça sera plutôt à l'automne pour moi. Sur la sellette, c'est-à-dire? Je devrais aussi faire l'objet d'une élection, d'une réélection à l'automne, parce que les mandats de préfet sont aussi sur des législatures. Donc, et comme je suis élue, forcément. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous faire un curriculum vitae express? Qui est Lise-Marie Graden? Alors, Lise-Marie Graden aura bientôt 52 ans. Elle est curriculum vitae, juriste de formation, brevet d'avocat. J'ai travaillé au service de la justice quasi l'entier de mon cursus professionnel
en commençant comme conseillère juridique, puis comme chef adjointe et comme chef de service. Élue préfète à l'automne 2021, donc je suis préfète depuis janvier 2022. Côté privé, ben, je suis maman de 3 enfants adultes, grand-maman de 2 petites puces de 2 ans et demi, et puis des jumelles. Et puis, j'ai grandi dans le Jura bernois, j'ai fait ma grande adolescence, mon début d'adulte dans le canton de Vaud, et je suis dans le canton de Fribourg depuis 1999. J'habite en ville depuis 2002. Une vie passablement chargée, donc maman et grand-maman, et préfète également. Est-ce que vous avez du temps pour faire du sport? Bah, évidemment pas. Non, mais je cours toute la journée. Non, je fais malheureusement pas assez de sport. Les mauvaises langues diront que ça se remarque, mais je cours tout le temps dans la journée. Je prends pas l'ascenseur, comme ça fait un petit truc en plus. Et je me déplace à vélo parce que c'est plus rapide et ça fait quand même une certaine forme de sport. Je fais un petit peu de ski l'hiver. Non, je fais pas assez de sport. Quand je serai grande, j'en ferai plus. C'est important de bouger de toute manière, selon les moyens qu'on a. Effectivement, faut pas en faire une fixette non plus, sinon il y a plus de stress qu'autre chose. Bien. Je bouge, je cours. On revient, si vous voulez bien, à cette journée du 8 mars, donc qui va être très importante pour de nombreuses et nombreux Fribourgeois. C'est le renouvellement des exécutifs et des législatifs, comme vous l'avez très justement dit. Cette année, peut-être que c'est parce que je suis ciblé sur les réseaux sociaux, mais je me rends compte que il y a un acteur supplémentaire en plus des personnes sur le terrain, du bouche-oreille, c'est les commentaires qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pareil maintenant de faire campagne en 2026 que ça l'était peut-être en 2020, en 2021 pour une réélection? Là, je pense effectivement que la place des réseaux sociaux est plus importante. En 21, on les avait déjà, hein, mais maintenant, ça prend plus de place. Les langues se délient de plus en plus, pas forcément pour le mieux, honnêtement, parce qu'on est caché derrière des pseudos et on se permet de grandes affirmations. On sait toujours tout ce qui va pas, mais il y a très très peu de propositions de solutions. Là, je parle pas des gens en campagne, mais des gens qui précisément critiquent les campagnes ou critiquent les élus, quel que soit le bord auquel ils appartiennent. Et je pense effectivement que c'est délicat parce que les langues, enfin, les commentaires sont de plus en plus virulents. On pourrait presque parler un petit peu de radicalisation et c'est vraiment dommage parce que c'est pas comme ça qu'on trouve des solutions qui sont utiles à la population au sens large. Donc, faire campagne, c'est une chose, on doit être sur le terrain, on doit se montrer ce que font passablement de ces personnes candidates. On doit quand même aussi publier certaines choses. Les programmes politiques, ben, c'est des idées qu'on propose de mettre en œuvre, mais c'est souvent quand même des grandes lignes. Les réseaux sociaux ont tendance à piquer les gens sur des détails ou à monter des détails en épingle. Et, euh, et je pense que c'est compliqué. Je pense que plus que simplement de faire campagne, je pense que de faire de la politique, respectivement d'assumer un rôle de politicien, c'est de plus en plus compliqué. Et puis, ben, on ne peut pas faire autrement. Sans élus, les institutions ne fonctionnent pas et ça va plus. Il faut des élus. Alors, il faut bien les choisir. Et puis ceux qui ont plein de bonnes idées, ben, peut-être qu'il faut se mettre comme candidat. Alors maintenant, c'est trop tard, les listes sont bouclées. Mais il y a des complémentaires où dans 5 ans c'est rebelote, plutôt que de critiquer, s'investir et trouver des solutions. Et parmi, je dirais, les côtés négatifs de la fonction, parce que j'ai eu l'occasion de la pratiquer, alors je serais tenté de dire, en tout cas pour ma part, c'est pas forcément les critiques sur les réseaux sociaux qui font que les conseillers ou les personnes dans les exécutifs, elles, entre guillemets, lâchent l'affaire ou elles tirent la grappe ou elles rendent leur tablier. C'est peut-être davantage autre chose. Et là, je glisse directement dans le sujet principal. Comme un certain pourcentage des personnes qui étaient présentes dans les exécutifs et les législatifs en début de législature, j'ai arrêté en cours de législature. Ces derniers temps, en tout cas ces derniers mois, on a constaté quand même régulièrement qu'il y avait dans les journaux justement telle et telle commune, conseiller communal qui démissionne. Qu'est-ce qui fait, ou en tout cas est-ce qu'on a
des pistes d'explication qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui rend leur tablier avant la fin de la législature? Alors, je sais pas si on peut dire il y a de plus en plus de monde. J'ai pas été revérifier les statistiques, mais il me semble, en tout cas en Sarine, que c'est assez stable, enfin, ou alors c'est en légère augmentation, mais pas de manière totalement notable. Mais c'est vrai qu'il y a un renouvellement quand même euh, assez, assez important des élus. À quoi c'est dû? Très certainement au fait que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il faut distinguer législatif. Quand on dit législatif, on parle des conseils généraux. Ça, on n'est pas seul. Il y a toute une clique il y a un groupe en général. Et ça, c'est plus simple. Par contre, c'est peut-être un petit peu plus rébarbatif que ce qu'on voudrait bien croire. Donc, c'est peut-être là, c'est là où ça peut un peu où le bas peut blesser. En revanche, dans les exécutifs, donc le conseil communal lui-même, la tâche est vraiment difficile. Et soit on l'a sous-estimé en se mettant sur une liste, ou alors c'est parfois aussi plus en adéquation avec des projets de vie. Il y a des gens qui déménagent et encore heureux qu'ils aient le droit de déménager malgré un engagement. Euh, il y a des fois, ben, on s'est pas rendu compte de l'ampleur de la tâche. Et puis, finalement, on n'arrive pas à trouver l'organisation qui permette de la poursuivre à satisfaction personnelle. Alors, il y a tous les profils, hein. Il y a ceux qui se disent, ben, j'en fais un peu moins et puis je continue. Il y a ceux qui se disent, non, je peux pas en faire moins, je suis en train de m'épuiser, donc j'arrête pour laisser la place à quelqu'un d'autre qui puisse le faire. Euh, et puis après, il y a aussi les communes, la forme des communes qui se réorganisent. Comme les tâches deviennent de plus en plus compliquées, aussi en raison de la législation, hein, les exigences sont de plus en plus importantes. Bah, des fois, les communes se réorganisent. On peut parler de fusion qui permet justement aussi d'avoir après un staff administratif, enfin l'administration communale qui est plus importante, puis qui décharge aussi un petit peu les politiques. Et puis c'est cet habile jeu c'est un équilibre et les gens gèrent ça comme ils le peuvent. Euh, et je pense pas qu'il y ait de bien ou de mal je pense qu'il faut être à l'aise parce que si on n'est pas à l'aise, on fait de la mauvaise politique. Donc moi j'invite tous les élus effectivement à trouver les issues quelles qu'elles soient qui leur permettent d'être à l'aise. Parmi les raisons que vous avez évoquées, il y en a une qu'on entend souvent en toile de fond, c'est la question du défraiement, ou alors plutôt la rémunération des conseillers communaux, parce que la grande partie, voire quasiment la totalité des conseillers communaux, ils ont également un travail à côté, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, et puis c'est quand même un énorme investissement en termes de charge de travail, charge mentale également, parce que quand vous rentrez chez vous le soir, eh ben, il y a votre deuxième vie qui commence. Quand vous avez des enfants, il y a une troisième vie, et puis quand vous voulez faire du sport, il y en a encore une quatrième. Donc, ça représente quand même un sacrifice qui est extrêmement important. Et en fonction de l'investissement qu'on en fait et du poids que ça a sur les épaules, est-ce qu'il faudrait peut-être pas aussi voir quelque chose au niveau de la valorisation? Alors ça c'est clairement l'autonomie communale, hein. Donc les communes sont responsables de ce qu'elles mettent en place pour soutenir leurs élus. Des réflexions sont faites ces derniers temps, d'ailleurs, dans différentes communes du district. Mais c'est pas mes affaires. La rémunération, c'est une chose. Le temps que ça prend, c'en est une autre. Euh, Ce qu'il faut dire là, on est en train de dresser quand même une image assez négative. C'est vrai que c'est lourd, c'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai que, mais c'est extrêmement riche aussi. Ça amène énormément et puis ça permet de s'investir pour la commune, pour le reste de la population. Et il y a beaucoup de gens qui vivent mieux aussi parce qu'ils se donnent en fait pour la collectivité et qu'ils donnent de leur temps. Et ça n'a pas de prix non plus. Donc il n'y a pas que du négatif, mais effectivement valoriser la fonction, questionner le taux d'activité. Est-ce que c'est juste des défraiements pour des séances? Est-ce que c'est un engagement formel sur un certain pourcentage?
ces questions se posent. Et puis, autonomie communale, la commune doit s'organiser pour que ça réponde à ses aspirations. Parlons justement de choses davantage positives. Vous l'avez très justement dit, les listes sont bouclées pour les élections du 8 mars, mais il y a la possibilité de s'engager au sein des collectivités, donc faire partie des groupes de travail, des différentes commissions qui vont très certainement rechercher des nouveaux membres. Mais avant de parler de ça, si on dresse peut-être le portrait robot du citoyen qui va se dire justement, je vais me lancer en politique et puis je vais apporter ma pierre à l'édifice, ça serait qui? Ce portrait robot n'existe pas. Ou alors c'est les fameux monsieur, madame, parce que n'importe qui, en fait, peut être ce citoyen ou cette citoyenne qui fait de la politique. Et encore, faire de la politique, en soi, ça veut rien dire, parce que, de mon point de vue, quand on est engagé dans un comité d'une association sportive, on fait de la politique. Alors, c'est pas de la politique partisane, on n'est pas en train de défendre des idées de gauche ou de droite, mais on s'implique pour la société et on fait avancer un projet collectif. Pour moi, ça, c'est faire de la politique. Donc, idéalement, le portrait robot, c'est Barba Papa, multiforme, multicouleur, avec ou sans poil, enfin, c'est vraiment homme-femme, et ça prend la forme que ça doit prendre sur le moment. Et ça s'adapte aussi en fonction des nécessités de la commune et puis de l'évolution de la société. Mais vraiment, mon souhait, et puis on revient à la première question que vous posiez sur justement cette journée des femmes, mon souhait, c'est que tout le monde puisse être représenté. Si on a finalement, parce que c'est compliqué, puis parce que ça prend du temps, que des gens expérimentés à la retraite, super, mais ça représente pas la population, parce que l'essentiel de la population n'est pas à la retraite, parce que, enfin voilà. Donc il faut des jeunes, il faut des personnes de la vie active, il faut des personnes retraitées aussi, c'est important. Il faut des gens qui ont du temps, il faut des gens qui en ont moins, puis qui provoquent aussi des séances plus rapides ou il faut de tout pour que, mais il faut des gens investis en fait. Et c'est ça la clé. Idéalement, le petit plus, ben, c'est quelqu'un qui croit en la collectivité publique et puis qui pense qu'ensemble, en s'organisant et en cherchant des compromis, des solutions qui conviennent pas seulement à moi dans ma sphère, pas dans mon régime de pensée, mais d'une manière assez générale, et puis qu'on travaille ensemble pour trouver cette solution, ben, on se sent mieux. Et c'est probablement ça le petit plus qui fait de qui que ce soit un bon politicien. Et encore une fois, effectivement, les listes sont bouclées, mais l'engagement politique, il est encore ouvert. Si c'est un peu une politique partisane ou une politique justement dans le cadre d'une commune, oui, il y a ces différentes commissions. Il y a des groupes de travail dans les différents partis pour aussi réfléchir. Et il y a plein d'autres manières d'avoir un engagement citoyen. Il y a des démarches participatives, et puis il y a tout l'engagement effectivement en marge des clubs de sport où c'est essentiel de s'investir. Et vraiment, pour moi, ça, c'est aussi faire de la politique. Et c'est tout aussi important. On va venir maintenant sur les missions de la préfecture. Comment est-ce que la préfecture, elle vient en aide et elle assiste les communes? Je faisais la boutade justement de la première interaction avec la préfecture qui consistait en une amende. Mais pour avoir été dans un exécutif, j'ai pu me rendre compte que vous êtes la présidente de passablement d'associations. Donc, alors, vous chapeautez passablement d'actions, mais quels sont les rôles et les missions de la préfecture vis-à-vis des communes? Alors, c'est pas que vis-à-vis des communes, on a établi une petite brochure, toutes les préfectures, qui liste un petit peu les différentes tâches. Et dedans, on peut y lire les 5 piliers de cette action préfectorale, où on a 5 grandes catégories de tâches. Parce que si je vous les énumère toutes, on en a encore. Enfin, la course aura été beaucoup trop longue pour vos auditeurs. Mais on est sous l'angle développement du district. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'on est notamment président parfois ou impliqué dans des associations de communes. Donc on est là moteur pour un petit peu faire bouger le district, mettre en œuvre des régionalisations qui sont imposées par le droit cantonal, provoquer des collaborations intercommunales quand elles sont nécessaires. Donc ça c'est le premier pilier, ce développement du district.
Le deuxième, on est une autorité en matière de construction, où effectivement on délivre les permis de construire en procédure ordinaire. Et puis on fait aussi la police des constructions, donc quand c'est pas fait correctement, on intervient, on demande la rectification, voire on gronde quand c'est voilà, ça fait partie du côté qui est moins apprécié. Il y a le troisième volet qui est l'autorité de surveillance des communes, où effectivement là on est appelé, la première tâche pour moi de cette autorité de surveillance, c'est de conseiller les communes, mais on est aussi là pour garantir le fait que les communes sont administrées de manière en bonne administration et on intervient si une commune dysfonctionne avec toute une mesure différentes mesures possibles, la dernière étant l'ouverture d'une enquête administrative, mais au préalable, il y a tous les conseils qu'on donne, et on en donne beaucoup. Et puis, il y a ces instructions préalables où on se renseigne un petit peu plus pour essayer d'aiguiller un petit peu. Quatrième volet, c'est autorité de juridiction pénale et administrative, où là, on rend les fameuses amendes qui, en fait, sont la conclusion d'une ordonnance pénale. Vous parliez, vous, d'une amende pour une rupture de mise à ban, donc vous vous êtes mal parqué. Si vous vous étiez bien parqué, il n'y aurait pas eu d'amende. Mais bref, donc des ordonnances pénales, que ce soit pour des mises à ban ou bien des petits accidents ou des excès de vitesse pas trop importants. Quand c'est plus important, c'est au ministère public. Ou alors administrative, où là, on est autorité de recours sur les décisions des communes. Donc, on intervient quand un citoyen fait recours sur une décision en tranche. Enfin, on a une autorité d'ordre public et de sécurité. Et dans ce contexte-là aussi, on délivre passablement d'autorisation. En marche, par exemple, des manifestations où on va délivrer certaines patentes, les patentes B+, ou les patentes K pour des manifestations temporaires, ou alors permis de chasse, permis de pêche, ce genre de choses. Donc ça, c'est les gros volets. Pour les détails, site internet des préfectures, ou alors ce petit fascicule très joli. Il y en a un par district. Voilà. Maintenant, si vous me posez la question, ça c'est la théorie de base. Si vous me demandez en quoi un citoyen peut être intéressé par la préfecture en direct, je vais vous dire qu'on va statuer sur un permis de construire en procédure ordinaire, qu'on va autoriser une manifestation, qu'on va, cas échéant, rendre une ordonnance pénale en matière justement de mise à ban ou d'excès de vitesse. On va rendre ces décisions si tout d'un coup un citoyen fait recours sur une décision communale, ça peut être sur une taxe ou bien sur un permis de construire en procédure simplifiée, ou bien sur des frais scolaires par exemple, ou des absents scolaires. On va tenter des conciliations dans toutes les histoires de plaintes pénales. Il y a une conciliation qui se fait à la préfecture. On va assermenter les élus communaux. Donc là, c'est aussi des citoyens. Hein. Tous ces nouveaux élus sarinois, il y aura quand même 182 conseillers communaux et 412 conseillers généraux, nouvellement élus le 8 mars prochain, ou au deuxième tour, je crois que c'est le 29 mars. Et là, qu'on l'ait déjà été cette législature ou pas, c'est égal. Tout le monde remplit, enfin tout le monde est nouveau, entre guillemets, et passe par une assermentation. Donc ça, c'est aussi la préfecture qui fait. On délivre des permis de chasse, des permis de pêche, et puis on autorise des systèmes de vidéosurveillance. Donc ça, c'est vraiment les thématiques où le citoyen a vraiment peut avoir affaire avec la préfecture. Quand on parle vous parlez d'autorité communale et de prérogatives de la commune, notamment en ce qui concerne les rémunérations, quelles sont... Alors, mais je vais plutôt reformuler différemment. On entend de plus en plus maintenant dire que la marge de manœuvre des communes elle est de plus en plus réduite. Donc, il y a on a l'impression que on dissèque un peu les prérogatives au niveau des communes. On leur laisse finalement que les charges et entre guillemets le sale boulot. Alors, l'idée c'est pas de dépeindre à nouveau une image négative, mais si on fait un état des lieux des prérogatives d'un exécutif communal, quelles sont les
les champs d'action, quel est le périmètre d'action d'un exécutif et d'un législatif au sein d'une commune? Alors, on voit bien que vous étiez élu communal, vous auriez été élu cantonal, vous auriez pas le même discours. Effectivement, les communes se plaignent d'avoir de moins en moins de compétences. C'est pas tout à fait juste. Dans le système juridique suisse, il y a les communes, il y a les cantons et la confédération. On n'a pas encore institué, et puis c'est pas l'idée pour l'instant, mais le niveau régional comme étant réellement responsable d'une tâche. Donc, les tâches, en gros, elles sont communales ou cantonales. Et c'est vrai que ces dernières années, plusieurs lois cantonales, donc c'est le Grand Conseil, les députés, plusieurs lois cantonales ont régionalisé certaines tâches communales en disant qu'elles doivent s'effectuer au niveau du district. Par exemple, on pense à la défense incendie ou alors à la loi sur le tourisme ou l'aménagement du territoire. Mais ça reste des tâches communales, de compétences communales qui par contre doivent se régler au niveau d'un district. Mais en gros, ça reste une tâche communale par opposition à une tâche cantonale. Et quand on est au sein d'une association de communes, les communes, associations de communes, c'est vraiment une somme de communes qui font ensemble quelque chose. Et certaines communes estiment qu'il y a une perte de compétences. C'est pas le cas. Il faut s'organiser entre elles pour que la compétence soit exercée de la manière souhaitée. Le pendant autre, c'est si c'est pas comme ça, c'est cantonalisé. Et alors là, il y a une perte de compétences crasse, parce que si c'est le canton qui décide, c'est le canton qui décide. Oui. Potentiellement, c'est le canton qui décide et les communes qui payent. Et alors ça, c'est vraiment pas souhaité. Donc voilà. Maintenant, les sphères de compétences, elles sont extrêmement larges. Elles dépendent de toutes les lois. Je vais pas forcément m'étendre, si ce n'est peut-être la différence entre un conseil communal et un conseil général. Le conseil communal vraiment administre, gouverne la commune, et puis le conseil général, qui est le législatif, va décider du cadre budgétaire qui lui est proposé, mais là, il a des compétences, et puis il va décider des grandes lignes dans des règlements de portée générale, va en fait valider ou pas les propositions faites par l'exécutif. On le rappelle, les élections, donc le premier tour aura lieu le dimanche 8 mars. Effectivement, s'il devait y avoir un deuxième tour, ça sera le 29 mars. En plus d'aller voter, quel serait l'appel à l'action concret ou qu'est-ce que je pourrais faire dès maintenant, histoire de faire en sorte que les choses elles changent au niveau de ma communauté, au niveau de ma commune? Alors, clairement, soit vous êtes candidat, c'est super, je vous souhaite d'être élu. Si vous n'êtes pas candidat, si vos auditeurs ne sont pas candidats eux-mêmes, il faut que d'autres le fassent. Donc, il faut vraiment prendre les listes, il faut vraiment voter, il faut choisir les candidats qui représentent chacun de vos auditeurs ou chaque personne concernée, parce que sans élus, ça fonctionne pas. Donc, soit on se met à disposition, en l'occurrence aujourd'hui, soit on l'est déjà, ou alors c'est trop tard. Ou alors, vraiment, on va choisir les personnes qui vont défendre, ou les personnes qui sont constructives, les personnes qui vont arriver avec des solutions et pas simplement des principes ou des problèmes, mais qui viennent avec... je pense que c'est ça, c'est choisir les bons candidats qui vont, selon sa propre appréciation, trouver des solutions. Et puis participer à une construction, à une co-construction pour sa commune. Donc ça, c'est une bonne chose. Convaincre, alors il y a certainement tout plein de vos auditeurs qui font déjà ça, qui soit sont candidats, soit sont convaincus et ont voté. Alors il faut convaincre quelqu'un d'autre encore d'aller voter. Voire expliquer l'intérêt, parce que j'entends quand même beaucoup de gens qui disent moi je vote pas, ça sert à rien. Non, bien sûr que ça sert. Évidemment, c'est pas parce que tu votes que ce que tu as demandé va forcément être mis en œuvre, ou bien que la personne que tu as choisi d'élire va forcément être élue. Il n'empêche que si tu le fais pas, c'est sûr que c'est pas ce que tu veux ou la personne que tu veux, parce que tu t'es pas prononcé. Donc voilà, convaincre quelqu'un de plus, 1, 2, 3 personnes, et c'est ça le prix. Merci infiniment, Madame la Préfète, d'avoir
arrêté de courir pendant quelques temps, d'avoir ralenti le tempo. Merci pour la pause. Le temps de cette discussion. Je vous souhaite un marathon dimanche 8 mars, pas trop intense quand même, et puis on se reverra certainement à d'autres occasions. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'intérêt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.